Elle est la voix qui inspire, la plume qui résiste, la vision qui éclaire, derrière son regard doux, une détermination forgée dans l'effort et les rêves à réaliser. À 21 ans seulement, elle entre dans l'histoire comme la plus jeune présentatrice du journal télévisé guinéen. Vous savez forcément de qui je parle, mais en tout cas, je suis obligée de la présenter et elle sera obligée de parler d'elle. Je parle de Kadiatou Kaba. Bonjour. Bonjour. C'est moi-même ma petite sœur aussi. Hein? Ça va? Mmh. Je vais très bien, oui. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Merci, Dieu merci. de partager ce plateau avec moi. C'est moi qui suis ravie de l'invitation, hein. Elle voulait partir, je Oh vous non. informe. Non, je suis très contente d'être ici, franchement. Bah voilà, je n'ai pas besoin de vous dire c'est qui Kadiatou Kaba, je veux dire, mais en tout cas, l'émission oblige à ce que ça soit fait. Donc, on va regarder ce portrait réalisé par Fatoumata Binta Baldé et on se reprend juste après la vidéo. Née le 3 février 1998 à Conakry, Kadiatou Kaba incarne la relève brillante et engagée de la scène médiatique et entrepreneuriale guinéenne. Journaliste, communicante, écrivaine, mentor et chef d'entreprise, elle cumule les casquettes avec un sens aigu de la responsabilité et de l'excellence. Après un brillant parcours au groupe scolaire Chateaubriand de Matam, où elle décroche son baccalauréat en sciences mathématiques en 2015, elle poursuit ses études supérieures à l'université Kofi Annan. Elle y obtient une licence en banque, assurance et microfinance, suivie d'un master en banque, finance et assurance. Dès 2013, elle prend les rênes du club olympique communal de Matam. Entre 2014 et 2016, elle fait ses premiers pas en journalisme à Diversité Télévision. En 2016, elle entre à la RTG où elle se fait rapidement remarquer, notamment en tant que chroniqueuse littéraire. Le 26 septembre 2019, à seulement 21 ans, elle devient la plus jeune présentatrice du journal télévisé guinéen. Passionnée de lecture, elle crée le Salon de la lecture de Guinée, SALEC, en 2021, un rendez-vous annuel incontournable. Elle est également l'auteure de 2 ouvrages percutants, Cœur meurtri, un hommage poignant à son père décédé, Rêve brisé, un roman engagé contre le viol et les violences conjugales. En 2019, elle fonde Kadiak Communication, une agence reconnue dans le domaine du branding, de l'organisation d'événements et de la stratégie digitale. Elle accompagne entreprises, institutions et personnalités dans la valorisation de leur image. Son entreprise devient une référence nationale. Kadiatou ne se limite pas à l'entrepreneuriat. Elle œuvre activement à l'émergence des jeunes, en particulier des jeunes filles, à travers le mentorat, la formation et la sensibilisation. Son parcours inspirant a été salué à de nombreuses reprises. Meilleur espoir féminin aux Media Awards Guinée 2021, Prix African Women Awards catégorie Média, meilleur promoteur littéraire africain au Filiga 2023, lauréate du Féminia d'Or 2025 parmi tant d'autres distinctions, élevée au rang d'ambassadrice climat par le ministère de l'Environnement, Kadiatou Kaba représente une génération de femmes africaines déterminées, visionnaires et profondément enracinées dans la défense des droits, de la culture et du savoir. Voilà, c'était le portrait de Kadiatou Kaba pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Vous êtes sur Parlement TV dans l'émission Femmes à l'honneur, l'émission qui donne la parole à toutes ces femmes quand même qui essayent de tout faire pour se remarquer, se faire remarquer. En tout cas, peu importe le domaine. Et aujourd'hui, nous sommes avec Kadiatou Kaba qui aujourd'hui, en tout cas en Guinée et ailleurs même, elle n'a plus besoin d'être présentée. J'espère que ce plateau te plaît. Absolument, je suis très contente d'être ici et je suis agréablement surprise d'ailleurs de voir tout l'effort que vous avez fait pour me présenter à ces nombreux téléspectateurs. Ça me touche du fond du cœur. Après, quand je regarde les images, je me dis, mais attendez, est-ce qu'ils sont vraiment en train de parler de moi là? Mais ça fait plaisir. Franchement, parfois on fait des choses, on ne réalise pas. C'est quand les autres en parlent, on se dit, bah dis donc, hein, de l'eau a coulé sous les ponts. Et j'aurais appris que c'est très très difficile de parler de soi. C'est très difficile. Honnêtement, c'est très, très difficile. Je pense que c'est l'un des moments
embarrassant pour moi. Mhm. Parce qu'après, on va te demander de parler de toi. Parfois, il y a des aspects que tu occultes, que tu comptabilises pas forcément. Mhm. Ce sont d'autres qui te les rappellent après. Tu dis, bah dis donc, bah tiens, c'est pas gagné d'avance, voilà, de parler de soi. Et ça fait plaisir qu'on se rende compte quand même qu'on a beaucoup d'impact autour de nous, que ce soit avec nos amis, nos collègues, les jeunes en tout cas qui nous entourent. Parce que j'ai quand même vu que Fatoumata Binta a dit aussi que tu fais du mentorat avec des jeunes. On va parler de toi, mais un peu en arrière, quand tu étais enfant. Est-ce que tu as pensé vraiment être aujourd'hui journaliste ou bien c'est quelque chose qui est juste venu au hasard? Alors, il faut savoir que mon rêve n'a jamais été de devenir journaliste. Toute petite, en réalité, c'est mon rêve d'enfance que j'ai suivi jusqu'au bout avec les banques assurance microfinance. Parce que quand j'étais petite, j'avais un de mes frères cousins, mais chez nous, les cousins, ce sont nos frères et tout, qui venait à la maison, qui était tout le temps bien habillé, bien en costume, bien parfumé. Il avait la voiture et il avait toujours des nouveaux billets. En fait, lui, il travaillait à la banque. Donc, je trouvais qu'il était assez propre, assez souriant, remarquable. J'aimais comment comment il se présentait, en fait. Donc, j'ai essayé de savoir ce qu'il faisait. J'ai dit en grandissant que j'allais tout faire pour lui ressembler. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dès le lycée, j'ai fait les sciences mathématiques parce que l'objectif pour moi, c'était de faire banque assurance microfinance et devenir plus tard gouverneur de la Banque centrale. Ah. Ça, c'était vraiment mon rêve d'enfant et je pense que c'est pas perdu vu que j'ai quand même persisté jusqu'à un master avec banque assurance microfinance et tout. Donc, c'est pas par hasard en fait que j'ai fait ça. C'est un rêve que je nourrissais depuis fort longtemps, même si le journalisme s'est invité dans ça. Ce que je sais, c'est que j'aimais beaucoup communiquer. J'aimais beaucoup échanger. Je pense que ce talent-là, même mon fondateur d'école et mes collègues, les personnes autour de moi, l'avaient remarqué. Je ne réalisais pas. Jusqu'à ce que nous connaissions cette épidémie virale mortelle, destructrice, dévastatrice, Ebola, qui a frappé de plein fouet le pays en 2014. Et donc, personne ne pouvait plus partir à l'école. Les activités étaient au ralenti. Et à un moment donné, moi, j'étais vraiment habituée à la vie associative maintenant. C'était difficile pour moi de rester à la maison pendant cette période-là. Et donc, je me suis souvenue en fait que quand j'étais présidente du club olympique communal Matam, nous relevions du comité national olympique et sportif guinéen. Donc, nous, on était des jeunes olympiens. Il y avait une opportunité qui s'était présentée à moi. Mais à l'époque, ma maman me disait, quand un homme te parle ou te donne sa carte de visite, il ne faut pas du tout répondre à cet homme. Il ne faut pas prendre son numéro. Si on te donne les cartes, il faut les déchirer. Parce qu'en fait, il se disait que c'est une jeune fille qui n'avait pas encore la majorité, mais qui grandissait vite. Et donc, pour des personnes qui ne connaissaient pas, se disait que c'était une grande fille. Donc, vu qu'elle ne pouvait pas me suivre partout, elle m'avait laissé ces quelques conseils quand même que j'essayais de mettre en action à la lettre. Donc, entre 2012 2013, quand M. Khalil Awada m'avait remis sa carte de visite pour que je l'appelle, à l'époque, il était le directeur technique de DTV, je ne l'ai pas du tout appelé. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour l'une des rares fois, je n'ai pas du tout déchiré sa carte pour vous dire que le destin est inévitable. Donc, quand Ebola s'est présenté en 2014, et que j'ai pensé que c'était une opportunité que je pouvais saisir parce que les médias travaillent même pendant les périodes de guerre et ce qu'ils m'avaient laissé entendre, c'est que toi, jeune fille, tu peux faire carrière dans le journalisme. Mais vous savez, les dragueurs, quand ils arrivent et tout, tu te dis, bon, ils disent tout qui puisse te plaire en tout cas. Et tout. Donc, c'est comme ça que j'avais pris cette belle proposition de M. Awada à l'époque. Je pense qu'il est avec nous ici. Ah, il est avec vous. Ah, mais où qu'il soit, il faut qu'il sache que si je suis journaliste aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. Tout de suite, quand il m'a vu, il a détecté ce talent en moi et tout. Il a dit, tu peux faire carrière parce que tu as une grande voix en plus. Il m'avait dit ça à l'époque, j'ai bonne mémoire. Donc, quand Ebola a commencé, moi, je ne pouvais pas continuer à rester à la maison. Je voulais me faire occuper. Et vu que les journalistes travaillent même pendant des périodes de guerre, je dis, mais tiens, j'avais eu une opportunité quelque part. Pourquoi ne pas la saisir? Enfin, si ça en était une. Parce que je doutais encore de la véracité de ses propos. C'est quand je l'ai appelé, le téléphone a sonné. Il m'a dit, écoute, moi je t'avais dit il y a très longtemps de venir, tu n'es pas venu, maintenant tu viens. Et je peux vous garantir que c'est l'une de mes plus belles rencontres à Ouada. Pour ne pas dire ma plus belle rencontre, parce que voir des inconnus comme ça,
qui vous tendent la perche, qui vous aident, qui vous prennent comme une petite sœur, qui vous soutiennent, qui regardent les autres autour et qui créent des garde-fous autour de vous, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Cette personne dont je parle aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne se parle même pas, je ne sais pas depuis combien d'années, mais pourtant je parle de cette personne tout le temps. Partout où j'ai été, j'ai essayé vraiment de lui rendre cet honneur parce qu'il a vraiment décelé quelque chose en moi que personne d'autre n'avait vu auparavant. Donc c'est comme ça que j'arrive dans la presse, espérant que c'est un passe-temps et que quand les choses redeviendront assez normales, je vais continuer mes cours et partir à l'école. Mais sauf que l'homme propose, Dieu dispose. C'est pour ça que je dis que le journalisme m'a choisi. Parce qu'en fait, je ne me souviens pas avoir postulé véritablement dans un groupe de médias pour un poste quelconque. Toutes les fois, j'ai eu l'opportunité justement de travailler pour un organe de presse. Ça a toujours été X qui a parlé de moi à Y et ensuite on m'appelle. Donc ça a toujours été d'opportunité en opportunité. Et à un moment donné, quand j'ai voulu raccrocher, on m'a dit n'en est pas question parce que tu as commencé des choses qui intéressent les téléspectateurs. À DTV, ça a été le cas. À Star 21 TV, ça a été le cas. Et à la RTG, c'est ce qui a été le cas d'ailleurs aussi. Tu penses que la chance existe? La chance vient au bout de l'effort et tout. Moi, je pense que avant que la chance ne se présente, il faut vraiment avoir fourni un minimum d'efforts. Parce que pour qu'on te fasse saisir une chance, comme on le dirait, il faut que notre conviction soit assise sur quelque chose. Et je me dis que toutes les fois, il y a eu des recommandations, des propositions, c'est parce que ces personnes se disaient d'autre part que je pouvais faire l'affaire, qu'on pouvait me faire confiance. Et je pense que cette confiance, j'ai su l'honorer à tout bout de champ. Et vous allez voir que même quand on a parlé de chance par rapport à la présentation et tout, après, il fallait s'affirmer. Et je pense que je n'ai pas dessus ceux qui m'ont fait confiance. Ça paye aujourd'hui. Ah, ben... Et c'est ça. C'est pas le cas des autres, je vais dire comme ça. En tout cas, tu as su vraiment rester surtout focus sur surtout les gens qui ont eu confiance en toi. Et aujourd'hui, tu es en train de récolter. Même si à distance, peut-être on ne rentre pas en inbox pour dire bon, Kadiatou, c'est ça, mais bon, quand je dis que ça paye, à distance, ça quand va. je dis que ça paye, c'est pas. Vous savez, dans la vie, il faut savoir exploiter les opportunités. Bien sûr. C'est très important. Vous savez, il y a des opportunités qui se présentent qu'une seule fois. Oui. Si on les rate, c'est bien fini. Sûr. Et je vous ai dit tout à l'heure, en fait, que je n'ai pas choisi le journalisme. Le journalisme m'a choisi. Bien sûr. Je l'ai accepté dans ma vie et pour l'instant, je suis mon destin. Et la question qui arrive souvent, mais finalement, qu'est-ce que tu veux devenir? Cette jeune fille qui avait pour rêve de devenir gouverneur de la Banque centrale ou continuer le journalisme. Je dis plus de 10 ans de journalisme déjà. Je pense que c'est assez pour repenser à autre chose. On me dit à ton âge, si je ne repensais à autre chose déjà, je dis quand on a la chance de travailler très tôt, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. Est-ce que d'ailleurs le journalisme paye? Non, pas du tout, justement. Donc, vous êtes journaliste, donc vous savez un tout petit peu ce que c'est. Mais c'est un métier assez noble, assez passionnant. C'est pour ça que je me dis que tous ceux qui veulent prostituer ce métier doivent s'en éloigner. Parce qu'en réalité, n'est pas journaliste qui le veut, mais qui le peut, qui le mérite aussi. Surtout, c'est un travail qui demande assez de dons de soi, assez de passion, assez d'ambition et tout. Surtout assez d'envie de servir les autres. Moi, c'est ce qui m'a animée tout ce temps. Et je dis souvent aux gens, j'ai dit les 2 années et demie que j'avais passées à DTV, c'était des années d'opportunité, pas d'argent. Parce qu'en 2 années et demie, je n'ai pas reçu un sou de qui que ce soit. Mon soutien, c'était mon père. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Mais ça ne veut pas dire en fait que je ne suis pas reconnaissante envers cet organe de presse. Parce qu'à l'époque, avec mon âge, 16 ans et tout, c'était pas vraiment donné à tout le monde de me faire confiance. Eux, ils m'ont fait confiance. Et pour ça, je leur suis assez reconnaissante. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes, dès qu'il y a une opportunité qui se présente, au lieu de la saisir, on commence à demander, je gagne combien? Est-ce qu'on va me payer mon transport? Est-ce qu'on va ça? Après, les réalités diffèrent. Je ne vais pas juger ceux qui sont focus sur l'argent, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut avoir une vision et tout. Et de la vision naîtront bien d'autres choses. Voilà. Il y a une dame qui a proposé de venir ici animer une émission. Au début, je lui ai dit, ce n'est pas possible parce que nous, on a fini de faire déjà le recrutement et tout. Elle a dit, c'est pas grave, je viens, je commence avec même mon émission, je peux avoir ce que je veux. Elle avait déjà une vision sur ce qu'elle veut faire. Et vraiment, concrètement, elle a commencé sans être payée.
elle n'a pas commencé ici, mais elle a commencé ailleurs sans être payée. Mais aujourd'hui, elle est en train de se faire son petit monde et tout. Et je pense qu'elle va aller très loin parce que ce qu'elle propose, en tout cas pour le moment, ça va. Alors, Karetou Konaté est allée à TV, c'est ça? Kadiatou Kaba est Kadiatou allée à Kaba. Star 21 Star Mais c'est pas grave, Kadiatou Konaté, c'est une femme aussi très connue et influente, donc je comprends. J'oublie, Ouais. désolée. Non, Alors, c'est pas grave. je voulais savoir avec Awada et d'autres hommes, il y a des femmes quand même qui passent dans l'émission ici et qui se disent, c'est vrai qu'elles voulaient avoir des opportunités comme ça pour profiter, mais très malheureusement, étant femmes, elles ont été contraintes à... En tout cas, on leur a proposé de faire des choses qui n'allaient pas forcément avec leur éthique, donc ils ont forcément abandonné. Est-ce que tu as été victime d'être, comment je vais dire ça, d'avoir des gens qui ont voulu te manipuler juste parce que tu es femme? Moi, je pense que ça commence à devenir un peu trop un refrain, quoi. La plupart des dames, non, je ne suis pas parvenue à cela parce qu'après, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Écoutez, moi, je dis très souvent, moi, je n'ai pas souvent connu ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand on te voit, on voit ton caractère tout de suite. On te regarde, on sait que cette personne, tu essaies, t'es foutu. Moi, j'ai toujours été vue comme ça et tout. Donc, je n'ai vraiment pas... C'est vrai qu'il y a des moments où les personnes, ils veulent entreprendre, mais quand elles voient, en fait, quand ces personnes voient que tu ne regardes pas forcément dans la même direction qu'elles, elles changent tout de suite et tout. Moi, je pense que tout est une question d'éthique et de principe. Il faut savoir aussi dévier ces choses-là quand ça arrive. Nous sommes des femmes, nous sommes des jeunes et nous sommes peut-être belles aussi. Donc, ça fait qu'il y a des personnes, quand elles nous voient, la première chose tout de suite, c'est voilà, comment faire en sorte entre griffes qu'elles soient à moi. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je ne voudrais pas que ça soit vraiment un frein. Et nous devons avoir l'attitude possible pour dissuader des personnes qui peuvent se retrouver en face de nous avec de telles attitudes. Et comme je dis, c'est très, très rare et tout, dans mon cas, c'est très, très rare. Parce que dès que tu voyais la personne, tu te disais, avec elle, je suis tout de suite grillée. Et tout. Ouais. Moi, je sais, il y a des anecdotes comme ça. Ah, mais Kadito, on sait qu'avec toi, tu es tout de suite grillée. Moi, je pense que c'est maintenant que de plus en plus, je m'ouvre quand même par rapport à certaines choses. Parce que quoi qu'on dise... On est des femmes, on est appelées à se marier, à faire des enfants, à fonder une famille. Il ne faut pas non plus faire trop peur aux hommes. Et quand tu penses que tu commences à voir... Dès que tu prends de l'âge, on te dit, fais attention, il quand marier. Si. Parce qu'on m'a souvent reproché le fait d'être un peu trop sérieuse et d'avoir l'air à la limite... de quelqu'un qui rejette les autres. Pourtant, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est de la protection. Dans une société, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme la nôtre, parfois, il faut se protéger en créant cette barrière. Pas une barrière pour ne pas collaborer avec les autres, mais une barrière pour ne pas que des gens t'atteignent dans ta dignité, dans ton intimité. Voilà. Alors, parlons aujourd'hui des initiatives que tu as eu à mettre en place. On va commencer par Salek. C'est quoi Salek? Salek, ça veut dire salon de la lecture. Alors, le salon de la lecture a vu jour pour la première fois, devait voir jour, je veux dire, en 2020. Malheureusement, il y a eu cette pandémie, Covid-19, qui nous a empêchés de réaliser la première édition en 2020. Après qu'on ait mené toutes les démarches, on avait énormément investi. Finalement, en 2021, cet événement a vu jour. On a fait la première édition. On en a fait déjà 5. On prépare la 6e édition, Inch'Allah, pour le mois de février prochain. Le salon de la lecture, comme son nom l'indique, c'est un salon comme tout autre en fait. Ça veut dire qu'il y a des projections de films, des panels, des discussions, des rencontres éducatives et aussi ce concours littéraire, donc ce concours de lecture entre primériens, collégiens, lycéens, étudiants. L'objectif de mettre en place ce programme, c'est que j'en avais surtout marre qu'à chaque fois, on pointe du doigt le système éducatif guinéen. Je me disais très souvent avec mon équipe que aujourd'hui, nombreux sont ceux en fait qui s'asseyent, qui se disent bon, l'élève guinéen n'a pas de niveau, le Guinéen n'aime pas la lecture. Est-ce qu'on va toujours continuer à dénoncer sans pour autant apporter des mots, des solutions aux mots dont nous souffrons et tout. Donc, c'est dans cette optique-là, je me suis dit, bon, ben d'accord, aujourd'hui, nous sommes tous dans une logique de dénoncer, mais ici, on essayait aussi d'apporter des solutions. Notre premier choc, d'abord, comment voulez-vous qu'il y ait des lecteurs dans un pays
dans lequel les bibliothèques ne se trouvent pas dans des établissements. Ne sont pas accessibles. Étant donné que la lecture d'abord doit se faire à la base, c'est-à-dire quand on est à niveau, comment dirais-je, au niveau de l'apprentissage et tout, à bas âge, que tu puisses déjà accéder aux livres. Donc un enfant qui n'a pas accès aux livres de la maternelle au lycée, comment voulez-vous qu'il développe le goût de la lecture, par exemple? Et moi, je me rappelle quand on voyait la littérature africaine des indépendances et tout ce qui s'en suit, parce que bien que j'ai fait les sciences mathématiques, mais de temps en temps, on nous ramenait des littératures comme ça. On ne nous donnait même pas l'occasion ou l'opportunité nous-mêmes de lire les livres, parfois. Ce sont nos profs qui venaient avec des résumés qu'on nous mettait en tête. Donc, on va te parler d'une vie de Boy de Ferdinand Oyono, de Batouala de René Maran et ainsi de suite, de Sundiata Epopée Mandeng de Djibril Tamsir-Niane. On va te parler de ces livres. Tu ne peux que résumer, mais est-ce que tu peux développer le fond? Parce que c'est le résumé qu'on t'a donné. Donc, on a compris que le mal, il est profond. L'État fera ce qu'il peut faire. Nous autres aussi qui pouvons faire ce que nous pouvons faire, nous essayons de le faire et tout. Et j'ai regardé autour, il y avait des salons littéraires, mais les compétitions littéraires à tous les niveaux pour inculquer le goût de la lecture, récompenser les lecteurs. J'ai estimé que cela manquait et tout. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nombreux sont des jeunes à travers le programme que nous avons mis en place depuis 5 ans qui ont lu au moins un livre de leur vie. Vous savez, nous, on n'a pas la prétention, en fait, de dire qu'on peut faire en sorte que tous les Guinéens soient des lecteurs. Même si sur 100 personnes, on a 10 personnes qui lisent, je pense que l'objectif commence à être atteint, pour ne pas dire l'objectif est atteint, d'autant plus que ces 10 personnes ne lisaient pas avant. Et on se dit toujours que le déclic peut partir en une lecture. C'est pourquoi pour les débutants, on dit très souvent que oubliez les grands livres. Vous pouvez lire des thèmes qui vous passionnent. Il y a des gens qui sont passionnés par l'amour, par les coups de la vie et ainsi de suite. Et il y a pas mal d'ouvrages avec pas mal de thématiques. Et puis, il y a les livres de poche. Il ne faut pas commencer avec les gros livres. Il faut commencer avec les petits livres. Comme ça, tu vas prendre le goût de la lecture au fur et à mesure. Tu as une déception amoureuse et tout. Tu ne sais pas comment gérer ta déception. Il y a des livres qui tu vas lire un livre sur ça. Et ça va te réconforter. Tu vas comprendre qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu plus que ça. Parce que souvent, on dit que le roman est imaginaire. Mais en réalité, l'imagination n'existe pas. C'est ce que je dis souvent aux gens. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose, qu'on a vu quelque chose quelque part, qu'on a dû emmagasiner. Un beau jour, on décide de parler de ça, d'enfouir ça dans quelque chose. Ça revient de l'imaginaire. On a l'impression que c'est l'imagination, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on a soit vu, vécu ou entendu qui nous revient quand on essaie de ressasser le passé ou de fouiller dans notre imagination. Encore une fois. Nous avons constaté que ces dernières années, vous partez aussi à l'intérieur du pays pour des jeunes qui sont là-bas. Est-ce que vous partez avec des livres ou bien vous faites avec les documents qui sont sur place? Alors, il faut savoir que le projet SALEC, est un projet à part. La Grande Dictée aussi est un projet à part. Le SALEC, l'objectif pour nous, c'est comment promouvoir l'excellence et le mérite en milieu scolaire et universitaire à travers la lecture. Le SALEC concerne les jeunes de 8 à 25 ans. Et pour participer au SALEC en tant que candidat, en tant qu'orateur, il faut que tu sois en situation de classe et que ce soit ton établissement qui te mette à notre disposition. Donc, si nous n'avons pas l'engagement de l'établissement, tu ne peux pas être un candidat au SALEC. Tu peux être un participant, vu que chaque année, nous refoulons des milliers de personnes et tout sur les 6 jours. Est-ce que l'établissement fait des compétitions à l'interne ou bien ils choisissent juste... Alors, par rapport à ça, les établissements procèdent différemment, mais les établissements qui ont envie vraiment d'amener des élites et tout font des compétitions à l'interne. Mais ce sont des choses que nous ne gérons pas. C'est-à-dire que nous disons aux établissements, mettez-nous à disposition le meilleur candidat de votre établissement qui fera la fierté de votre établissement. Et à certains, ils font confiance à 2, 3 candidats et tout. Ils nous les mettent à disposition. Il y a d'autres, ils se disent, on a confiance à tel nombre de candidats. On va créer une certaine émulation entre eux. Ils vont lire des livres. On va voir jusqu'où ils peuvent être capables de faire la restitution. Et comme ça, le meilleur de là, on l'amène au SALEC. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais définitivement, pour prendre part au SALEC, il faut que ce soit ton établissement qui te présente. Et donc, tout enfant qui se retrouve au cœur du SALEC en tant que candidat, ça veut dire que d'abord, son école a accepté et qu'ensuite, l'école nous a mis le candidat à disposition. Justement, c'est pour corriger tout ça. Parce que nous, il y avait des personnes d'un certain âge qui venaient nous voir. Mais Kadiatou, nous, on veut prendre part au SALEC. Mais malheureusement, c'est de 8 à 25 ans. Nous, on a plus de 25 ans. Il y a d'autres jeunes aussi qui nous voient effectivement, qui étaient dans cette tranche d'âge-là, de 8 à 25 ans. Mais malheureusement, qui ne pouvaient pas prendre part au SALEC parce qu'ils ne sont pas présentés directement par leur école. Donc, ça rendait la tâche difficile. Donc, on a pensé à mettre en place un autre programme, non seulement qui pouvait toucher maximum de personnes, mais qui n'avait pas de barrière d'âge. 7-70 ans,
c'est presque 7 ans à 70 ans, c'est ça la dictée. Donc, si le SALEC s'intéresse aux personnes dont l'âge varie entre 8 et 25 ans, la dictée s'intéresse à ceux dont l'âge varie entre 7 et 70 ans. Donc, les 80% des personnes se sentent concernées par ce programme. Et la dictée, on n'est pas obligé d'être présenté par quelqu'un. Même si tu n'as pas soumis ta candidature en ligne, le jour où si tu es présent et que tu es à l'heure, nous, on te fait enregistrer automatiquement et tu prends part à la compétition. Donc, la dictée est vraiment ouverte à une fourchette assez large. Mais l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le SALEC se tient à Conakry. Les 3 premières éditions, on faisait venir les candidats de l'intérieur du pays pour Conakry. Mais c'était hyper lourd, on n'est pas à l'État. Vous imaginez faire déplacer les candidats de l'intérieur du pays, les loger, les nourrir, payer leur transport. C'était vraiment difficile pour nous. Et sachant que c'était une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes, étant donné qu'il y a cette région administrative à l'intérieur du pays, quand Conakry s'ajoute à cela, c'est 8 régions administratives, donc pour n'avoir que 50 personnes. Donc c'était pratiquement insignifiant, quoique tout le mérite revenait à la commission d'organisation quand même d'avoir essayé pendant 3 ans. Donc l'autre objectif de la dictée, c'est de partir auprès des communautés, faire en sorte que maximum d'enfants se trouvant dans ces zones, parfois enclavées, puissent se retrouver au cœur de nos programmes, qu'ils prennent part à la compétition. Sinon, nos objectifs de la dictée et du SALEC ne sont pas loin. Vu que tous ces 2 événements-là, c'est comment faire en sorte qu'on puisse contribuer à notre façon à la qualification du système d'enseignement dans notre pays. Il y a beaucoup qui nous disent que nous faisons la promotion de la langue française. Mais nous sommes en Guinée. La langue officielle de notre pays, c'est le français. C'est la langue de travail. Si c'est la langue de travail, ça veut dire que cette langue-là, nous devons la comprendre. C'est la langue d'étude. Si c'est la langue d'étude, ça veut dire que cette langue-là, nous devons la comprendre. Je pense qu'on est trop complexé. On est complexé et pour la comprendre, il faut lire. Vous savez, la lecture, c'est l'un des moyens les plus sûrs de transmission du savoir. Pour apprendre, pour comprendre, pour savoir, pour s'informer, il faut lire. C'est pourquoi on dit que la parole s'envole, l'écrit reste. L'écrit reste, exactement. Parce que tu as le temps de lire. Si tu n'as pas compris, de venir relire. Exactement, et ça reste et c'est impeccable. Donc, je ne sais pas si vous avez compris un tout petit peu la différence. Avec la dictée, quelle est la personne la plus âgée que vous avez eue? La dictée, on a eu un vieux de 72 ans à la première édition. Si. Il était hors compétition en réalité parce que la dictée, c'est de 7 à 70 ans. Il avait 72 ans. Il voulait vraiment? Et c'est un prof de français très reconnu et très réputé, il paraîtrait, parce que quand j'ai publié sa photo pour le rendre hommage, il y a beaucoup de cadres qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Mais ce monsieur, il m'a enseigné, il est où en ce moment? J'ai besoin de ses nouvelles. » Donc, ça veut dire que c'est l'autre chose aussi que la dictée peut créer quand même. Donc, le monsieur, il avait 72 ans, il est venu, il a insisté, on a dit « Monsieur, mais c'est pas votre âge. » Il a dit « Mais ma fille, il faut que je fasse la compétition. » J'ai demandé à mes équipes parce que je ne pouvais pas décider toute seule, sachant qu'il y avait les règles du jeu. Donc, ils m'ont dit, pardon, accepte. Donc, ensemble, on a accepté. Il a fait la dictée, il a été 4e. Quand il a été 4e, on l'a vraiment récompensé parce qu'à son âge, déjà, il avait la capacité d'être 4e. Mais qu'en est-il des plus jeunes qui étaient là, qui étaient encore en situation de classe, et qui avaient du mal à se retrouver avec des tas de fautes? Donc, il faut se poser la question. Parce qu'à 72 ans, parfois, on a même des troubles de mémoire. À 72 ans déjà, il parvenait quand même à rester parmi les 5 premiers. On est fatigué. On a trouvé que cela on est fatigué. Parce que parfois, on peut même oublier aussi et tout. L'esprit oublie. On va parler de l'entreprise Kadiakom, c'est ça? Qui regroupe toutes ces activités-là, si je pense. OK. Dans quoi vous évoluez exactement? Alors, Kadiak Communication, c'est une entreprise de communication événementielle créée en 2019. Mais nous avons vraiment mis en place tout ce qu'il faut en termes de bureaux, etc. en 2022. Mais depuis 2019, nous étions reconnus par l'État guinéen. Au début, quand on mettait en place Kadiak Communication, vu qu'à l'époque, les ONG, c'était très, très difficile avec les agréments et nous ne voulions pas évoluer dans la clandestinité parce que moi, je sais toutes les conditions, enfin, toutes les conséquences liées à cela. C'est-à-dire exercer sous la bannière d'une ONG, pas agréée. J'ai trouvé que cela n'était pas faisable, étant donné qu'à la même période, on encourageait les entreprises, les jeunes à créer leur entreprise à formaliser, etc. Et c'était beaucoup plus facile. Donc, en 2019, c'est dans cette dynamique que j'ai pensé quand même à créer Kadiak Communication. Donc, au début, Kadiak Communication, c'était vraiment un moyen pour nous de pouvoir organiser notre événement. C'est-à-dire que si on doit organiser le SALEC et la dictée, que quand on nous pose la question, qui organise, qu'on puisse dire que c'est Kadiak Communication qui organise. Donc,
Donc, au début, c'était ça. Mais avec le temps, on a compris avec toutes les charges fiscales, le coût du loyer, l'électricité, l'eau et tout ce qui s'ensuit, qu'il fallait aller au-delà des activités que nous organisons. Parce que définitivement, il faut savoir que ces activités sont à but non lucratif pour nous. Donc, il fallait aussi quand même essayer au sein de l'entreprise, pour faire vivre l'entreprise, de créer d'autres activités qui partent au-delà de nos deux activités entre griffes à but social. Donc, depuis quelques temps maintenant, nous accompagnons pas mal d'entreprises, institutions dans le cadre justement de l'organisation de leurs différentes activités. On les conseille aussi. Il y a d'autres même qui nous contactent pour la conception de leur support de communication. Donc, tout ce qui peut être conseil, conception de spots audiovisuels, tout ce qui peut rentrer dans la communication et l'événementiel maintenant, c'est ce que nous faisons désormais et on est actif dans ça depuis 2024. Voilà. Et l'apport de l'entreprise maintenant permet à ce que vous soutenez les activités de... Si cette entreprise n'existait pas, on serait mort. Parce que vous savez, on aime tellement bien faire les choses que quand les gens nous voient à distance, j'ai comme l'impression qu'ils se disent que pour eux, tout est facile, tout est parfait. Et peut-être que je vais vous dire ça, tout ce que je gagne en tant que Kadiatou Kaba présentatrice, tout est réorienté dans ses actions, le salaire qu'il a dicté. Et c'est ce qui fait que ces activités continuent à vivre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'accompagnement n'est pas évident. Tu as un projet de minimum 1 milliard. Tout l'accompagnement que tu as de 5 ou de 6 entreprises, ça ne te fait même pas 400 millions ou 300 millions. Mais ça l'est que de nos jours à des partenaires. On a des partenaires et on a toujours eu des partenaires, c'est sûr. Mais est-ce que l'ensemble de ces partenaires nous permettent vraiment de couvrir les dépenses? Gros point d'interrogation. Et il faut quand même saluer toutes ces personnes qui sont avec nous depuis le début. C'est juste que les charges sont énormes et chaque année, l'événement grandit. Et ça fait qu'il faut revoir un tout petit peu le modèle d'accompagnement et tout. Et voilà, et comme je dis, il y a les partenaires, il y a les sponsors, il y a Kajak définitivement qui organise l'événement. Et il y a moi-même mes avoirs personnels aussi, et même l'équipe qui contribue parfois comme elle peut pour que vraiment ça puisse être une réussite parce que les gens payent leur transport pour assister aux réunions, ils viennent les jours de l'événement, toutes les rencontres que nous faisons. Donc ça, ce sont des sacrifices qu'il ne faut pas minimiser quand même aussi. En parlant de l'équipe, vu que nous sommes dans l'émission Femmes à l'honneur, il y a cette question quand même qui vient souvent. Il s'agit de comprendre quel est l'apport de nos jours. Même je vais prendre l'entreprise ou bien je vais prendre Salek, l'apport des hommes, en tout cas dans ce que tu fais, dans ta vision et tout, et l'apport de la femme. Comment tu peux calculer ces deux? Déjà, il y a plus de femmes que d'hommes, heureusement ou malheureusement. J'avoue que c'est récemment, j'ai vraiment compris que j'avais plus de femmes que d'hommes parce que parfois, il y avait des activités qui demandaient assez d'efforts physiques. Parfois, quand je voulais chercher des hommes, je me retrouvais qu'avec 2 hommes, en fait. Donc, je disais, mais les autres, après, je réalisais que c'était que des dames, en fait. Donc, on a plus de femmes que d'hommes. Mais j'avoue que ces 2 hommes avec lesquels je suis, j'ai l'impression d'être avec une dizaine d'hommes. Parce que ce sont des gens qui partagent effectivement la vision de l'entreprise, la vision que nous avons par rapport à ces événements. Ce sont des personnes qui sont conscientes qu'il y a de ces choses, c'est à elles vraiment de le faire et tout. Donc, ils parviennent à le faire sans problème. Et les femmes aussi savent à quel moment il faut prendre le relais, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Je pense que chacun joue dans ce projet sa partition, mais j'ai plus tendance à tomber sur les hommes quand même que sur les femmes. C'est ça. Quand c'est trop chaud, quand c'est trop coincé, ce sont les hommes que je bouscule. Est-ce que tu crois que relation femme-femme, ça va de l'avant? Moi, je rends grâce à Dieu pour quelque chose. Je m'en fous de savoir l'humeur de quelqu'un. Quand tu viens pour travailler avec moi, ou même si j'ai besoin de toi et que je veux que tu travailles avec moi, je suis très très claire là-dessus. Premièrement, il n'y a pas de commandant dans un même bateau. Et deuxièmement, ce que tu fais parce que tu aimes, tu le fais parce que tu le ressens, tu le fais par conviction. Parce que si tous ces éléments sont réunis, il n'y a pas de raison qu'on ne se comprenne pas. Donc, les guéguerres de femmes, les détails de femmes. Ah, madame est venue comme ça aujourd'hui, elle est venue comme si aujourd'hui, elle est venue comme ça. Même si vous le dites, je ne souhaite même pas l'entendre. C'est pourquoi tout le monde le sait. Quand ça ne s'est pas passé devant moi, je ne veux pas savoir. J'estime que si la personne veut que je sache, la personne viendra me le dire en face. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, je ne crée même pas de climat qui puisse leur donner l'opportunité de rentrer dans des trucs de femmes. Parce que je me dis que nous avons tellement à faire que nous n'avons pas à gaspiller nos énergies dans des futilités.
Après, oui, parfois, il y a des tentatives, tout ça et tout. Mais c'est à toi, en tant que premier responsable, première responsable, de donner l'orientation que tu as envie de donner à ta chose. Et quand tu commences à sentir qu'il y a une sorte de rébellion qui se crée, tu essaies de renforcer l'équipe tout doucement, sans déranger personne et tout. Moi, c'est ma politique. Par exemple, récemment, on a eu à renouveler l'équipe, tout ça et tout, parce qu'il y a certains que j'ai connus qui étaient élèves, il y a d'autres qui étaient étudiants, qui ont maintenant terminé les études, certains ont commencé à travailler et tout. Vous savez, ce n'est pas la séparation qui est douloureuse, mais lorsque tu as contribué à faire de quelqu'un, entre griffes, ce qui est chacun de nous, aujourd'hui, M. Awada, j'ai parlé de lui tout à l'heure, je lui donne absolument rien. Mais je suis sûre que le fait de reconnaître quand même que c'est grâce à lui je suis journaliste, même si tu l'appelles pas chaque ça jour pour doit dire lui faire merci. quelque chose, mais je l'appelle même pas. Je l'appelle même pas. Et pourtant, cette personne vit en moi. C'est ce qui est dommage, en fait. Cette personne vit en moi et toutes les fois que je pense que j'accomplis quelque chose dans ma vie, je pense à cette personne et tout. Mais il le sait, c'est pour ça qu'il ne m'en veut jamais. Chaque fois qu'on se croise et que je veux lui parler de ça, il dit, mais moi, tout ce que je voulais, c'était d'être cette femme que tu es aujourd'hui. Donc, je disais que la séparation n'est pas douloureuse. Parce que j'ai toujours dit à mes collaborateurs, par exemple, qu'on est réunis pour un temps et que chaque fois que quelqu'un avait une opportunité bien plus grande, la personne peut partir. Mais ce qui est dur, quand tu dois partir, il faut savoir aussi partir avec les règles de l'art. Mais tu pars comme si l'autre n'a rien fait pour toi. C'est ce qui est justement difficile. Et ce sont des petites choses parfois qui me mettaient dans des situations pas trop confortables. Mais aujourd'hui, tout ça appartient au passé maintenant parce que je me dis que finalement, les hommes sont liés par intérêt. Tu es avec quelqu'un, ce que la personne peut t'apporter, parce que ces personnes m'ont apporté des choses aussi qui ne sont plus avec moi. Mais l'équipe qui est là aussi continue à renforcer. Et tous les jours que Dieu fait, je me dis, demain, ça peut être une autre personne. Ça peut être une nouvelle équipe, ça peut être d'autres personnes. Tu penses Donc, que ce que je personne peux n'est tirer... indispensable? Absolument. Alors, c'est mon mot de passe préféré. Quand ça chauffe, je dis, écoutez, personne n'est indispensable. Quand je dis, ça fait très mal. Personne n'est indispensable, mais il y a des gens auxquels on tient particulièrement. Pas parce qu'ils sont efficaces, mais parce qu'il y a des gens qui ont un personnage assez attachant, en fait. Il y a des gens, quand tu les as, tu les veux vraiment pour toi, tu les veux à tes côtés. Tu les veux parce que tu te dis que ce sont des gens sincères, ce sont des gens loyaux. Donc, des gens comme ça, quand ils ont une meilleure opportunité, tu as envie de les voir briller, mais en même temps, tu te dis que c'est un élément sûr quand même qui part. Et donc, chaque fois que je pense que les départs peuvent être possibles, il faut mettre aussi en tête que l'indispensabilité doit sortir de la tête parce qu'à un moment donné, il faut donner la chance à tout le monde de tout faire. C'est pourquoi nous, il y a des responsabilités partagées, mais chacun doit s'attendre à toujours être face à une mission qu'il ou elle n'a jamais eu à faire auparavant. Voilà. Il n'y a pas à dire non, c'est ça mon set, je reste là. Chaque année ou à chaque activité, tu as quelque chose à faire. Chaque activité, il y a quelque chose à faire. Par exemple, ton rôle, c'est l'organisation et la mobilisation. Avant d'arriver à la phase organisation et mobilisation, on a des courriers à déposer, on a des rencontres à faire, on a des visuels à faire. Mais tout ça, ça demande des idées. On a besoin et le temps. Kadiatou Kaba va pas faire la dure de celle qui ne pleure pas ou bien qui n'a pas... Tu vas me dire une histoire quand même de quelqu'un qui est parti. En tout cas, quand je parle de l'équipe, quoi. Pas vie professionnelle et vie privée et tout. En tout cas, l'équipe, quelqu'un quand même qui est parti, qui t'a fait mal. Oh, dans l'équipe. Non, ça m'a fait mal, mais négatif. Ça m'a fait mal parce qu'en fait, cette personne m'a utilisé. Vous savez, quand on est ce qu'on est, on a du mal à le réaliser. Ce sont les autres personnes qui observent, qui peuvent dire ce que tu vaux. Moi, maintenant, c'est très difficile pour moi de connaître ma valeur intrinsèque parce qu'il s'agit de moi. C'est vous qui êtes à distance ou autour de moi qui pouvez évaluer cette valeur. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Mais est-ce que je fais une meilleure évaluation de ce que je vaux? Gros point d'interrogation. Donc, il y a des personnes qui nous approchent. Parfois, certains nous voient ensemble. Ils disent, mais dis donc, c'est cette personne que tu as dans ton cercle restreint. Je me dis, écoutez, chez moi, il n'y a pas de barrière. Ce n'est pas parce que cette personne n'a jamais fait ses preuves ou ça que je ne vais pas lui donner quand même sa chance et tout. Donc, j'ai donné la chance à cette personne, mais franchement, qui était sortie de nulle part, qui s'est retrouvée, qui m'a saoulée pendant 2 ans, qui venait tous les jours au Salek pour être avec moi dans l'organisation.
La personne me disait, je t'aime simplement. J'ai juste envie de travailler avec toi. J'ai juste envie de collaborer avec toi. Ça me plaît juste qu'on voit et qu'on est ensemble. Je dis, mais c'est qui cette personne? La personne m'a saoulée pendant 2 ans et pendant 2 ans, difficilement je répondais à cette personne. Chaque fois qu'elle m'abordait, je disais, c'est un homme, hein? Et chaque fois que cette personne m'abordait, je disais, ah, j'ai pas le temps. Mais vu sa persévérance, j'ai dit, Kadiatou, toi-même, tu as dû être persévérante à un moment donné pour obtenir certaines occasions, certaines opportunités de vie. Il ne faut pas trop refouler ce gars. Pense à ta propre histoire. Donc, j'ai accepté qu'il soit avec moi. Au début, c'était un bénévole hors pair, un gars disponible, incroyable, qui était avec moi, qui faisait tout ce que je lui demandais et tout. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, il commence à me demander certains services qui partaient hors du travail. Jusqu'à les rêves même avaient commencé. J'ai rêvé de toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je veux partir en voyage, j'ai besoin que tu m'empruntes 80 millions. Donc, je recevais des trucs. Finalement, j'ai compris que la vocation est en train de changer. Pourtant, cette personne-là, parce qu'il y a les bénévoles qui travaillent avec nous sur les projets, il y a aussi que ceux qui sont avec moi officiellement à Kadiak Communication. Mais cette personne m'avait montré tellement de l'affection que, à la fin du mois, j'avais quand même commencé à dégager un montant pour la personne. Ce n'était pas aussi significatif que ça, vu qu'officiellement, la personne n'était pas là. Mais vu que la personne venait encore à mon bureau tout le temps, j'ai dit, bon, je vais dégager un montant quand même pour cette personne en attendant que la personne ne finisse les études, etc. Donc, je faisais tout ça. Donc, c'est quand des histoires... J'ai commencé à sentir l'arnaque avec les histoires de « j'ai rêvé de toi, ça va t'arriver, va voir tel interpréteur de rêve. » De ça, maintenant, j'ai telle soeur qui a été kidnappée, on doit donner tel montant, sinon je suis mort, je suis l'espoir de ma famille. Donc, des histoires comme ça commencent. Voilà. Au début, je cède. Mais vers la fin, je comprends que la personne commence vraiment à me montrer le motif pour lequel elle était avec moi. Et heureusement, quand la personne m'a demandé le prêt pour la migration et que quand elle partait, j'allais être remboursée, j'ai décidé de ne plus avoir affaire. Heureusement, quand la personne est partie, la personne à son retour avait compris ma position et en est restée là. Pourtant, cette personne, j'avais vraiment de très belles perspectives pour elle. J'avais de très belles idées pour cette personne. Et l'année même, le mois même où la personne était partie, on était 3 à l'époque, j'envisageais nous offrir un voyage à Dakar et tout, parce que je me disais que c'était des gars déterminés qui étaient avec moi, avec lesquels je pouvais passer un bon moment. Mais si ce n'est pas arrivé, je me suis dit que si Dieu n'a pas permis que ça arrive, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Donc, ça m'a touchée. Et il y a une autre fille aussi, avant le cas de ce monsieur-là, que j'ai bien aimé, mais elle a été plutôt ingrate, en fait. Elle est très mal partie. Quand je dis très mal partie, c'est-à-dire, je la voyais comme une sœur, pour ne pas dire une fille, parce que je ne suis pas aussi âgée qu'elle, tu vois. Mais je l'aimais beaucoup, énormément. C'était vraiment mon bras droit. Je n'hésitais pas. Si c'est par exemple le président de la République qui me demandait de partir, c'était la personne dont j'avais la possibilité de prendre la main pour dire « Allons voir le président de la République ». Cette personne m'a déçue, ça m'a touchée au départ. Après, j'ai laissé tomber parce que quand elle est partie, ma vie ne s'est pas arrêtée, mes activités ne se sont pas arrêtées. Au contraire, ça a évolué. Mais ce sont des gens parfois qu'on prend pour des sûrs, qu'on pense qu'ils vont être là avec nous, quel que soit ce qui se passe. Mais finalement, qui partent. Tu te rends compte mais tu acceptes parce que c'est la vie. Ouais. C'est quoi, selon toi, un ingrat? Un ingrat, pour moi, c'est quelqu'un qui refuse de reconnaître le bienfait des autres. C'est quelqu'un qui refuse de reconnaître que telle personne a été utile dans sa vie à un moment donné de son existence, quand il avait surtout ou quand elle avait surtout besoin et tout. Donc, l'ingrat, c'est cette personne en fait qui pense que tout ce qu'elle est en train de devenir, personne n'a rien fait pour elle, c'est de soi-même. On peut être dévoué, déterminé, intelligent, passionné, comme je peux le dire dans mon cas, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas citer un Sekouba Savané, par exemple, qui à l'époque a décidé de faire de moi la plus jeune présentatrice. Quand il le faisait, ce n'était pas l'idée derrière lui, il ne pensait même pas à mon âge. Parce que mon âge, si je ne le dis pas à quelqu'un, tu ne peux pas le savoir. Lui, il l'a fait parce qu'il avait un projet de rajeunissement, voyez-vous. Donc, quelqu'un comme lui, il fallait qu'il ait un projet aussi audacieux pour que je me retrouve là. Ok, je vais dire,
c'est parce que j'avais le niveau, j'étais bien. Mais est-ce que cela doit m'empêcher de ne pas reconnaître qu'il a fallu cette personne pour que je sois présentée? Donc l'ingrat, c'est ce que l'ingrat occulte, en fait. L'ingrat te dira, c'est parce que j'avais le niveau, c'est parce que j'étais bien, c'est parce que la personne a décelé des choses en moi. Oui, c'est vrai. Mais il a fallu que cette personne te propose à ce niveau précis parce que ton intelligence seule ne t'aurait pas conduit à cela. Donc, c'est ça un ingrat, en fait. L'ingrat pense que tout ce qui lui arrive, c'est lui, son effort à lui tout seul. Personne n'a rien fait. Juste peut-être parce qu'il refuse ou bien il ne veut pas dire merci. C'est ça. Mais c'est très dommage. Et moi, s'il y a une chose dont je suis fière, c'est de parler des gens qui m'ont été utiles. Moi, ce sont mes moments les plus passionnants, les plus émouvants, les plus plaisants. Parce que finalement, je me rends compte que quel que soit ce que je vais leur donner, je ne leur donnerai pas plus que ça, en fait. Donc, c'est très important d'être reconnaissant dans la vie. On va encore... je vais chercher à connaître ton avis sur ce mot, l'audace. L'audace. Une personne audacieuse n'est pas une personne insolente, n'est pas une personne impolie, n'est pas une personne arrogante. Une personne audacieuse, c'est cette personne-là qui s'assume. C'est cette personne qui a confiance à son savoir-faire. C'est cette confiance qui a confiance en son talent. C'est cette personne qui sait qu'elle a les compétences qu'il faut pour un poste, pour une mission, pour une responsabilité quelconque et qui l'assume publiquement. Donc, si moi je dois parler d'une personne audacieuse, bah voici comment je vois la personne audacieuse. Malheureusement, nous sommes dans une société aujourd'hui où quand tu as de l'audace pour t'affirmer, on a souvent tendance à dire que cette personne est hautaine, elle est arrogante, parfois même elle est impolie. Non, il faut dissocier les choses. Parce que l'impolitesse, c'est de n'avoir du respect pour personne et tout. Et l'arrogance, c'est de penser qu'on est plus que tout le monde, qu'on est au-dessus de tout le monde. Étant donné que l'audace, c'est de reconnaître qu'on a un potentiel et mettre en exergue ce potentiel, s'assumer sur ce potentiel. Enfin. Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu as douté de toi? Douter de moi? Écoutez, moi, je ne sais pas comment ça m'arrive, hein, mais chaque fois que j'ai pensé à quelque chose et que j'ai eu à me dire, au fond de moi, c'est possible, je n'ai jamais remis ça en question, même si quelqu'un d'autre me dit, oui, voilà, c'est pas possible. Par contre, oui, il y a des moments de doute, de questionnement. Il y a des moments où tu te dis, mais finalement, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je parviendrai à atteindre le résultat? À la première édition du Salex, ça m'est arrivé. Une femme m'a choquée avec ses mots. Elle était la présidente de quelque chose que je ne vais pas citer parce qu'elle est très connue. J'ai voulu en fait qu'elle m'aide pour que mes stands, il y ait des exposants. Elle m'a dit, mais moi je gagne combien et tout avec tes chèques livres qui ne coûtent absolument rien. Pardon, abandonne ça, fais autre chose. Pourtant, c'était une femme très âgée et mature. Elle pouvait ne pas m'accompagner dans mon initiative, mais au point de me dire de m'abandonner, c'est ce qui m'a choquée. Et figurez-vous, aujourd'hui, cette femme fait tout pour venir au Salek. Et comme je suis un peu rancunière aussi, j'ai dit niet. Tu reconnais, hein? Je suis rancunière par moment. Quand c'est de nos jours, même, c'est important. Hein. Il ne faut pas vraiment tout laisser tomber. Ouais. Il est important parfois de faire regretter. Si j'avais abandonné, elle n'aurait jamais couru derrière moi. Je suis d'accord. Ouais. Alors, est-ce que Keletu Kaba est fille à papa ou fille à maman? Oups, moi, mon ami, c'était mon père. Hein. Ma mère, c'est toujours chien et chat et tout. Je sais, en fait, mon papa, c'est... Franchement, je remercie Dieu d'avoir fait de mon père, enfin, le père qu'il m'a donné, je remercie Dieu de m'avoir donné ce père-là. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, contrairement à moi. C'est quelqu'un qui ne laissait pas paraître souvent ses émotions, et Dieu seul sait qu'il en avait des émotions. C'est quelqu'un qui savait faire la part des choses, qui était très lucide en tout lieu, en toutes circonstances. C'est quelqu'un qui savait partager autour de lui. C'est quelqu'un qui savait se rendre disponible pour les autres. Et moi, son calme m'a beaucoup aidé parce que vous savez, très souvent on dit deux signes, comme on dit ça, les mêmes personnes qui ont les mêmes attitudes se repoussent en général. Et mon père, c'était tout à fait le contraire de moi, donc on se complétait.
Et mon père, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance très tôt, qui a cru en mes rêves, qui a cru en mes ambitions, qui a cru en ma passion et qui m'a dit, je vais t'accompagner tout en mettant les garde-fous. Donc oui, cette complicité-là qu'il a réussi à créer entre nous, sans pour autant trop parler, sans pour autant trop manifester, ça m'a vraiment permis de le placer à un certain niveau de ma vie. Ma maman, c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur parce que c'est une femme forte. Elle n'a pas été à l'école, malheureusement. Et quand je dis ça, bon, elle a été à l'école, mais elle a été à l'école coranique. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est en arabe qu'elle le fait. Et souvent, quand les gens me voient, la première question, qui était ton père? Il a été quel ministre? Il a été gouverneur, il a été ça. Comme s'il faut les enfants de ces personnes pour atteindre le niveau que moi j'ai atteint. Ça n'a rien à voir. Mon papa, c'était plus un autodidacte parce qu'il a étudié jusqu'en 6e année. Il a quitté l'école, le malinqué qu'il était, il est amoureux du commerce. Donc, il a voyagé vers la Sierra Leone, vers le Congo, ainsi de suite, avant de revenir en Guinée. Et ma mère, c'était l'école coranique et ensuite le mariage, 6 enfants. Et vers la fin, elle s'est lancée dans le commerce et tout. Mais je la trouve assez forte, assez brave. Mais vu qu'on a à peu près les mêmes tempéraments, je pense que c'est pour ça que parfois on ne se comprend pas sur certains sujets. Mais je sais que c'est quelqu'un qui fera tout pour que je réussisse. Oui, bien sûr. Ça, j'en suis sûre. Tu es quand même sa fille. Ouais. Alors, en repensant un peu à la relation père-fille que tu avais avec ton père, quelle est la chose aujourd'hui que tu regrettes, peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité de faire avec lui? Et s'il était vivant, que tu ferais tout pour... J'aurais aimé lui dire en face que je l'aime. Je n'ai jamais eu cette chance-là, cette opportunité. En fait, c'est quand il est décédé, j'ai eu cette envie folle, en fait, de lui dire que je l'aimais vraiment. Vous savez, souvent en Afrique, on a... nos parents, on les aime, mais on ne l'exprime pas, malheureusement. Et moi, il y a des moments qui sont arrivés où, quand il est décédé, que je n'avais plus l'opportunité de dire ces choses. C'est tout ce dont j'avais envie. J'avais aussi envie, surtout, de le câliner. Parce que les contacts physiques, nos parents et nous, ça n'existe pas souvent. Et j'aurais aussi aimé qu'il voie cette fille que je suis en train de devenir aujourd'hui. Parce qu'il a été un soutien inconditionnel pour moi à mes moments difficiles, à la diversité télévision. Il m'a vraiment soutenue. Mais malheureusement, quand il est décédé, le mois suivant, j'ai commencé à prendre mon premier salaire. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir fait pour lui ce que j'ai fait. Parce que chaque fois que je rentrais, même si j'avais 10 000, 20 000, j'essayais d'acheter des choses pour lui, je lui envoyais. Parce qu'il me disait que je n'avais pas l'âge de lui donner quoi que ce soit et que j'étais une enfant et que c'était à lui de prendre soin de moi en tant que père. Donc, il m'avait dit clairement que je n'avais pas l'âge de gagner l'argent, mais j'avais plutôt l'âge de peut-être vivre mes passions en attendant que l'âge de gagner l'argent par moi-même n'arrive. Voilà. Donc, ce sont ces choses que je regrette, entre autres aujourd'hui. Mais l'une de mes fiertés, c'est que chaque année, je réussis quand même à organiser un sacrifice pour lui. Et je pense que où qu'il soit, il saura bénéficier de cela pleinement. Voilà. Donc, que son âme repose en paix. Amen, amen. Alors, tu penses que tu es aimé par ton entourage? Oups. Je m'en fous, hein. Honnêtement, je m'en fous. On s'en fout. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je n'essaye pas à plaire à mon entourage, surtout à mon entourage professionnel, parce que je me dis que ce qui nous lie, c'est le travail. Je m'en voudrais seulement que lorsqu'on commencera à dire qu'Adiatou ne mérite pas son travail, elle ne fait pas bien son travail, elle ne rend pas bien son journal, elle ne rend pas bien son émission, elle n'est pas dévouée sur le plan professionnel. Je m'en voudrais. De tels commentaires pourraient me blesser. Mais à part ça, si ce sont des trucs du genre « Ah, elle marche comment? J'aime pas comment elle marche, j'aime pas comment elle parle, j'aime pas comment elle s'habille, j'aime pas comment elle me regarde. » Honnêtement, ce sont des détails qui ne me regardent pas. Beaucoup me détestent. Alors, ça, je sais. Beaucoup me détestent. J'ai posé cette question quand même pour te montrer quand même que tu es aimé. Ah beaucoup me détestent. Ça, Donc, je sais. Donc, on a eu un témoignage. Je vais demander à la régie de nous faire passer cette vidéo et on se reprend après. Je suis Koulibaly Mariam.
la cousine à Kadiatou Kaba. Kadiatou Kaba est une petite sœur à moi. On a grandi ensemble avec ses parents depuis quand j'avais l'âge de 5 ans. Et du coup, jusque-là, nous vivons sous le même toit. Kadiatou Kaba est juste une petite fille magnifique. Elle a toujours été battante depuis le bas âge. Elle a commencé à l'école avec la vente des bonbons, le lait et tout. Elle a grandi et à l'âge de 15 ans, elle a commencé avec le journalisme. Donc elle a toujours été battante. Elle est juste magnifique. Elle occupe une place importante dans ce pays à son jeune âge. Donc moi, je l'encouragerai de fournir encore beaucoup d'efforts avec toutes les critiques qu'elle subit, mais elle s'en fiche. Elle a toujours dit qu'elle a un rêve à réaliser et qu'elle va atteindre son objectif. Donc moi, je l'encouragerai et je lui dirai de fournir encore beaucoup d'efforts, de ne pas se décourager, d'aller au bout de ses rêves. Je lui dirai de ne pas changer de comportement, de continuer avec la même allure, de ne pas écouter les on-dit, de ne pas se mettre à un niveau, dire oui, je suis maintenant parce que c'est moi Kadiatou Kaba, tout le monde m'applaudit, je sors à la télé ou quoi. Moi, je lui dirai d'être naturel, de continuer comme elle a commencé. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et ça n'a jamais changé et ça ne changera jamais. Ils sont en train de me dire qu'il est l'heure. Donc, on est obligé de faire le face-à-face. Là, on a des questions. Il s'agit de piocher 4 questions. Et tu lis en haute voix et répondre sans même réfléchir. Vite, vite. Qu'est-ce qui vous fait douter de vous? Je réponds en même temps? Oui. C'est lorsque je me retrouve face à quelque chose que je sais pertinemment que je ne maîtrise pas. Alors tout de suite, je doute et je ne me lance pas. Okay. J'aime pas me lancer dans des aventures que je ne maîtrise pas, en fait. J'ai l'honnêteté, par exemple, de renoncer à un poste parce que je n'ai pas les compétences qu'il faut. Voilà. On continue. Une qualité essentielle pour réussir en politique. Je voulais dire le mensonge, mais non, c'est pas ça. Bon, la politique à la guinéenne, bien entendu, hein, et savoir surtout retourner la veste. Bon, ça c'est entre parenthèses. Une qualité essentielle pour réussir en politique. Il faut être quelqu'un de conviction, un homme de conviction et tout. C'est très très important. En politique, il faut avoir la conviction. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce pourquoi on se bat. Et savoir définir cela clairement. Et je pense que quand on cerne le contour et le pourtour de nos ambitions, je pense qu'on peut réussir en politique. Okay. C'est mon avis, hein. Je ne suis pas une politicienne, moi. Il faut lire. Votre plus grand regret de nos jours? C'est d'avoir fait aveuglément confiance à une personne. Okay. C'est d'avoir pris cette personne-là pour un demi-dieu, en quelque sorte. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais qui ne méritait pas toute cette confiance aveugle. Voilà. Je pouvais juste l'imiter, quoi. Voilà. Mais pas l'immensité de la confiance que j'ai portée en celle-ci. Mais pourquoi je tombe sur cette question? Lila. On dit, si vous avez l'occasion de changer quelque chose au CNT, ça serait quoi? Mais non. Bye. Est-ce que moi je peux changer au CNT? Si vous avez l'occasion de changer quelque chose au CNT, ça serait quoi? Bon, dans le contexte d'avant, c'est qu'il y avait trop de cris comme à l'école primaire. Je ne sais pas si ça continue ou pas. Si c'est le cas, je demanderais que les députés ou les conseillers se comportent effectivement comme il se doit. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, c'est tant mieux. Mais c'est la seule chose
qui m'embêtait, surtout à l'époque quand je voyais les... Après, je sais que ça se passe en général dans les plus grandes assemblées, mais chez nous, je trouvais que c'était un peu débordant. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Je m'avais quand même posé cette question phare. Si Kadiatou Kaba a aujourd'hui l'opportunité de se marier, elle va le faire? Oui, je veux bien me marier, mais pas à n'importe qui. Quand je dis à n'importe qui, pas parce que la personne doit être riche ou parce que la personne doit être beau ou enfin belle, vu que c'est une personne, mais je veux dire quand je dis l'homme dont je parle, c'est pas le plus riche ou le plus beau ou le plus intelligent, mais c'est l'homme qui me mérite. Voilà. L'homme qui me mérite, c'est cet homme qui me comprend, qui respecte mes rêves, qui respecte mes ambitions, qui va aimer ma famille. Voilà, pour moi, c'est ça l'homme idéal. Après, c'est sûr que l'homme aussi, ceux qui nous regardent aussi doivent avoir leurs critères. Mais oui, si j'ai l'homme qu'il me faut, pourquoi pas? Je veux me marier, je veux avoir des enfants. C'est vrai. Si. Parmi tes enfants, j'aurais nommé. La promesse est une dette. Bon, peut-être tu auras des petites. Vu que nous, les Kabbales, il y a trop de lignées. Parents, arrière-grands-parents, c'est trop nombreux. Voilà, on va essayer de se ressourcer avec la musique de Malika, quand même, qui dit l'homme qu'il me faut. Merci à vous tous qui nous avez choisis pour vous informer. On était avec Kadiatou Kaba. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se reprend dans un autre numéro.